Au début des années 70, il faut bien l'admettre, si Renault cartonne avec ses petites populaires 4 et 5, c'est un peu la Bérésina en haut de la gamme. La Rambler a été enterrée rapidement, en 1967, après seulement 4000 exemplaires produits, tandis que la Renault 16, lancée en 1965, tente de maintenir un semblant de présence sur le créneau. Pendant ce temps-là, Citroën trustait les charts avec sa DS depuis 1955 et lançait la CX en 1974. Peugeot rattrapait son retard avec une intéressante 504 dévoilée en 1968 avant de lancer sa 604 en 1975. Pour Renault, il est temps de rattraper son retard et de réagir assez rapidement. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où, vous l'aurez compris, nous allons parler aujourd'hui de cet étrange duo des années 70. Étrange parce que ces deux voitures semblent identiques, mais elles ne s'adressaient pas du tout au même client. Mais avant de vous parler de ce duo des 70s, un grand merci à notre partenaire Biparts de soutenir la chaîne et de soutenir cette vidéo. Et Biparts propose plus de 6 millions de pièces d'occasion pour n'importe quelle voiture. Les pièces sont évidemment vérifiées, certifiées et garanties jusqu'à 2 ans. Et sur leur site, vous allez pouvoir trouver tout ce dont vous avez besoin, et même parfois des choses qu'on a du mal à trouver ailleurs. En plus, leurs prix sont ultra compétitifs, les livraisons se font en 5 jours, et si jamais la pièce ne convient pas, vous avez 2 semaines pour la renvoyer. Ils ont un service client au top pour répondre à toutes vos questions, ainsi qu'un SAV. Donc un grand merci à eux. Le lien pour aller sur leur site est dans la description juste en dessous, et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo également. Bien, parlons donc maintenant du haut de gamme automobile français. Toute une histoire. La faute à la décision politique d'après-guerre de favoriser la production de petits véhicules afin de motoriser la France entière et donc de relancer la machine par le volume. Alors il y aura bien sûr des tentatives de haut de gamme comme Facel Vega avec l'Excellence notamment, mais qui paiera un lourd tribut pour ses moteurs américains, ou encore Monica avec la 560 qui était selon moi la plus belle berline française jamais produite. D'ailleurs, on a déjà fait une petite vidéo à son sujet. Bref, dans les années 60, le haut de gamme français se cherche. Alors que Citroën pense avoir trouvé la martingale en rachetant Maserati et ses V6, Peugeot et Renault, eux, s'associent afin de produire des V6 et des V8 afin de se battre à armes égales contre les Allemandes qui deviennent les championnes du haut de gamme à ce moment-là. L'alliance des deux constructeurs Peugeot et Renault va donc provoquer chez eux le besoin tout simplement de développer des modèles qui recevront ces moteurs V6 et V8. Pour Peugeot, ça sera la 604, tandis que chez Renault, on planche sur la future Renault 30. Chez Peugeot, on reste très traditionnel et la 604 sera une grande berline 3 volumes, statutaire, propulsion. Et chez Renault, on va jouer la carte de l'originalité, poussant la logique de la Renault 16 à son extrême, avec une grande berline à haillons, déclinée en R20 en 1976 pour l'entrée de gamme avec 4 cylindres, et R30 en 1975 pour le haut de gamme qui recevra les plus gros moteurs. Et comme je vous le disais, à la base, des V8 étaient prévus pour les Peugeot 604 et pour les Renault 30. Sauf que la crise pétrolière de 1973 va un petit peu changer les choses. Peugeot et Renault vont devoir revoir leurs plans, réduire les coûts, s'associer avec Volvo et abandonner l'idée d'un V8 pour se concentrer uniquement sur un V6, le fameux V6 PRV, PRV pour Peugeot, Renault, Volvo. Mais le problème, outre la fiabilité au début, parce qu'après le V6 PRV est devenu fiable quand même. Si, un peu. D'autres problèmes aussi de ralenti instable, enfin c'était quand même un enfer, mais il avait surtout un gros problème, c'était son rendement. En effet, avec 2,7 litres sous le capot de la Renault 30, il ne sortait que 131 chevaux. Bon, en 1978, la R30 TX verra heureusement sa puissance augmenter à 142 chevaux, mais malgré ses 6 cylindres, la R30 reste bien trop loin des standards germaniques. Son dessin particulier, on le doit à Gaston Juchet, qui dessina aussi la Renault 16, et n'est pas moche.
Mais si les Français commençaient à se faire à ce type de design, ça ne sera pas le cas à l'export où on préfère à ce niveau de gamme des carrosseries 3 volumes. Bon, sauf la 604 qui fera un échec. Mais chez Renault, la décision de proposer une Renault 20 plus abordable et moins gourmande va permettre de faire oublier l'échec relatif de la R30. Présentée en novembre 75, la R20 permettra de vendre 607 405 exemplaires exactement jusqu'en 1984, amortissant les coûts de développement de la Renault 30. Et la seule différence entre la Renault 30 et la Renault 20, eh bien ce sont tout simplement les phares, et ils sont rectangulaires sur la Renault 20. Il y aura aussi la différence du moteur, la Renault 30 aura un V6, mais elle ne réussira pas à se démarquer. Et si le dessin de la Renault 30 pouvait surprendre à ce niveau de gamme, et si la Renault 20 brouillait un petit peu son image, le vrai problème de la Renault 30, c'était tout simplement ses performances. Et un exemple illustre bien ce problème, celui de l'unique Renault 30 de la brigade rapide d'intervention de la Gendarmerie nationale. En effet, dès 1976, le ministère de la Défense s'intéresse à la Renault 30 dotée d'un V6 et donc potentiellement apte à intégrer la BRI. Un modèle sera donc commandé à Renault pour test, mais ne convaincra pas. Et finalement, la gendarmerie optera pour la CX 2400, plus performante, malgré 2 cylindres de moins, et surtout beaucoup moins gourmande. La Renault 30 de la BRI ne restera donc en service que 6 mois à la brigade de Nemours sur l'autoroute A6. Entre des performances trop faibles, une consommation trop élevée et malgré un équipement plutôt riche, la R30 ne convaincra pas grand monde. Il y a quand même eu 136 403 exemplaires qui auront trouvé preneur jusqu'en 1983, donc un échec relatif. Car sortie la même année mais vendue 2 ans de plus, la 604 ne fera guère mieux avec environ 150 000 exemplaires. Et ce double échec français, voire triple, si on rajoute la Talbot Agora, scellera le sort du haut de gamme français. Alors pour la R30, heureusement que la R20 a pu sauver un petit peu les meubles, mais c'était pas gagné d'avance. Car à côté de la Renault 20 sortie en 1976, la R16 va continuer sa carrière, tout comme la 12, et ce problème d'empilement de modèles va s'aggraver avec la R18 sortie en 1978. Avouez qu'à l'époque, chez Renault, c'était pas très clair. Au début de sa carrière, la R20 est dotée du Cléon Alu 1,6 litre de 96 chevaux, mais pas assez puissant vu le poids de l'auto. En 1977, elle recevra donc le moteur Douvrin 2 litres de 110 chevaux, mais qu'elle partagera avec ses concurrentes CX et 505. En 79, elle recevra l'évolution diesel du Douvrin avec 2 litres 1 et 63 chevaux et demi. Oui, avec 63 chevaux, le et demi, ça compte. Tandis que la TX reçoit en 1981 un Douvrin 2 litres 2 de 115 chevaux. Et là, ça commence à être intéressant. On trouve également une version turbo-diesel de 83 chevaux qu'elle partagera avec la R30. Et elle finira par disparaître en 1983 en même temps que la R30 et elles seront toutes les deux remplacées par une seule voiture, la R25, et enfin Renault aura une gamme cohérente. Alors aujourd'hui on pourrait se dire mais quel intérêt pour une 30 ou une 20 ? Eh bien peut-être un intérêt historique d'abord car elles sont le symbole d'une époque. Leur originalité stylistique est également un atout de poids, tout comme le niveau d'équipement, en tout cas sur la Renault 30. Et vous d'ailleurs, vous préférez laquelle? Plutôt Renault 30 ou Renault 20? Dites-moi ça dans les commentaires et j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que je suis le seul à trouver que la planche de bord de la Renault 30 ressemble énormément à la planche de bord de la dernière Mégane E-Tech? Vous me direz si je suis fou, si véritablement il y a une grande ressemblance entre les deux. En tout cas, encore une fois, un grand merci à Biparts d'avoir soutenu cette vidéo et de soutenir la chaîne. Je vous invite à découvrir leur site si vous êtes à la recherche de pièces auto moins chères ou difficiles à trouver. Vous avez le lien juste en dessous dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Merci à vous, bien sûr, d'être aussi nombreux et d'avoir fait complètement exploser la vidéo de la semaine dernière au sujet de la Peugeot 305. Je m'attendais à ce qu'elle fonctionne bien, mais franchement, pas à ce point-là. Donc, un grand merci. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Et évidemment, on se donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao.